Pour vous, le PIB se calcule autrement. C'est le PIB bonheur. Alors, c'est ça votre critère. Vous proposez un autre indicateur du PIB. Je le rappelle, vous avez créé la Fabrique Spinoza, un club de réflexion qui vise à œuvrer pour l'épanouissement des Français. Et vous avez étudié le bien-être de nos concitoyens dans une étude qui sort aujourd'hui. On va découvrir ensemble les résultats. Alors, selon cette étude, si on peut voir les chiffres, 53% des Français se disent heureux, tandis que 72% des gens interrogés pensent que le bonheur doit être une préoccupation politique majeure. Et on découvre ensuite que la Bretagne est la région la plus heureuse. Vous avez interrogé un certain nombre de personnes. Le PIB du bonheur progresse plus vite que le PIB, malgré un climat de repli sur soi. C'est ce que vous dites. Oui. Alors déjà, très étonnant, si on cumule la croissance du PIB classique sur les 2 derniers trimestres, on a seulement 0,1%. Dans le même temps, le PIB du bonheur lui augmente de 1,7%. Donc vous voyez que les choses changent. Alors, une empreinte terroriste moins présente, les gens sont moins inquiets, vous dites-vous? Oui, ça, on s'en aperçoit parce que le bonheur émotionnel des Français s'améliore sur tous les plans. Les émotions positives telles que gratitude, telles que sourire, rire, s'améliorent. À l'inverse, la dépression, la déprime, l'angoisse, l'anxiété, elles diminuent. Donc voilà, c'est un premier diagnostic. Le deuxième, c'est que l'angoisse sécuritaire semble régresser. Et ça, on s'en aperçoit lorsqu'on interroge les Français sur quelles sont leurs craintes les plus fortes au quotidien. Ils nous disent en premier, évidemment, la santé. En deuxième, ils nous disent, et c'est assez triste, eh bien, l'inquiétude de ne pas avoir quelqu'un sur qui compter. Oui. En troisième, eh bien, l'emploi, on le comprend. Et en quatrième, les agressions physiques. Et seulement en cinquième, une attaque terroriste. Donc, c'est quand même une indication que la France est résiliente, ou en tout cas s'habitue à ces horreurs auxquelles nous avons été soumis. Aussi pour les politiques. Alors, selon votre étude, 72% des Français souhaitent que le bonheur soit une priorité politique majeure. Alors, votre idée, c'est d'introduire l'idée du bonheur citoyen dans les politiques publiques. Comment ? Alors, comment déjà, en étant invité ce soir, merci beaucoup. Ensuite, avec un PIB du bonheur qui, tous les trimestres, martèle ce sujet en disant qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour favoriser l'épanouissement des Français. Et puis, troisièmement, en mettant en avant que c'est un sujet qui compte pour les Français. Nous pensons que dans un pays comme la France, qui est encore assez jacobin, assez descendant, pyramidal, eh bien, il faut que les citoyens porte le verbe, soutenu par les médias, et fasse entendre que la véritable préoccupation, eh bien, c'est leur épanouissement et qu'on peut faire des choses pour cela. La démagogie aujourd'hui politique n'est pas là où on croit, et elle est dans le fait de marteler une surenchère, une hyperbole sécuritaire, alors que ce sont d'autres sujets qui intéressent les Français. Alors, l'épanouissement, c'est le rôle de l'État, mais c'est aussi le rôle de l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Enfin, soyons attentifs aux mots. Le rôle de l'État et de l'éducation nationale, c'est de créer les conditions ou fabriquer les compétences qui permettent d'être épanoui. Ça tombe bien, l'OCDE nous révèle qu'un enfant, un élève qui se sent plutôt bien, a du plaisir à apprendre et donc apprend mieux. Et nous sommes convaincus qu'il est possible de concilier l'un et l'autre. Un exemple, on pourrait imaginer que dans l'enseignement, une plus grande part soit donnée d'une part à l'apprentissage participatif pour créer du lien entre les élèves, apprendre d'autres modes d'interaction, ce qui est bon pour la citoyenneté. Et deuxièmement, eh bien, d'apprendre ou d'acquérir des compétences psychosociales, intelligence émotionnelle, tout ce qui fait que plus tard dans la vie, on a une chance de faire face aux enjeux auxquels on est livré. Alors j'ai encore 2 petites questions. Vous comptez aussi introduire le bien-être dans les entreprises, car cela peut avoir un impact sur la productivité. Comment ? De manière contraignante ? Alors, oui et non. Contraignante en disant nous pensons qu'il faut obliger les entreprises à évaluer le bonheur des collaborateurs, mais non contraignante dans la mesure où nous pensons que l'entreprise doit être libre de choisir son propre référentiel et ensuite s'auto-évaluer sur ce référentiel et mettre en place des plans d'action pour favoriser l'épanouissement des salariés. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ou vous l'évoquez en tout cas, eh bien on sait qu'il y a un lien très fort entre la performance et l'épanouissement. À titre d'exemple, c'est Mozart Consulting qui estime que si on augmentait de 10%, ils appellent ça la qualité de vie au travail, eh bien on générait plus de 1% de croissance du PIB. Vous voyez la différence par rapport aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure. C'est logique. Alors, dernière question, assez rapidement. Le pessimisme collectif français, vous dites que c'est à cause de Descartes. Oui, on pense que c'est à cause de Descartes. C'est cette hypertrophie de l'esprit critique.
Vous êtes tendre avec moi dans ce journal, mais la réaction typique par hein. rapport... Oui, peut-être, mais la réaction typique par rapport à un sujet comme le bonheur, c'est critique, interrogation, incompréhension, on rentre dedans. Est-ce qu'on peut donner une chance à une idée plutôt que immédiatement partir à son attaque ? Et nous pensons que dans un esprit parfois un peu anglo-saxon, eh bien, amenons un peu d'optimisme, réenchantons la politique et le thème du bonheur intéresse les Français et il est opérationnel. Donc pas trop de doute. Merci beaucoup Alexandre Josse d'être passé sur le plateau du Soir 3. Vous qui peut-être êtes intéressé par cette thématique, je vous conseille le site La Fabrique du Spinoza, un réservoir d'idées. Merci beaucoup Alexandre. Merci Nora.